Bonjour, merci d'être resté pour la deuxième partie de cette session de pitch. Vous allez donc découvrir maintenant 5 projets de moyen métrage que j'ai eu le plaisir de suivre là, lors de ces 3 derniers jours pour préparer nos auteurs à cet exercice difficile. Mais je suis sûre qu'ils vont très bien s'en sortir. Donc, le premier projet est le projet de Cécile Verstraeten qui va venir présenter elle-même. Bonjour, donc je suis Cécile Verstraeten. J'ai fait des études à l'INSAS en réalisation à Bruxelles. Après, j'ai réalisé des documentaires et 2 courts-métrages de fiction. Et puis, pendant quelques années, c'est devenu la vie, c'est compliqué. Tous mes sens étaient altérés, j'étais vraiment plus en état même de faire des films, j'en avais même plus envie. Jusqu'à ce que je rencontre Tristan et sa Corneille Baillot sur un tournage où j'étais assistante. Tristan est éducateur d'oiseaux pour la scène, pour le cinéma. Et il fait de la médiation avec ses oiseaux en prison. Et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée, parce que quand il m'a expliqué ce que ça représentait de faire cette médiation avec les oiseaux, je me suis dit qu'il y avait vraiment un film sociopoétique à faire qui me correspondait et duquel j'avais besoin moi aussi, je pense. Et donc la médiation, c'est qu'il met les oiseaux en relation avec les détenus pendant 1 heure dans une salle d'activité. Et je savais que ça se faisait avec des chiens, ou éventuellement qu'on peut se mettre en contact avec des chevaux, tous les mammifères, on sait que ça peut nous faire du bien. Avec les oiseaux, ça me semblait quand même plus atypique, donc forcément plus intéressant. Donc j'ai fait pas mal de repérages, de fil en aiguille, ma relation à Tristan a changé. On vit ensemble maintenant, avec sa fille, mes 2 filles, et une trentaine de descendants de dinosaures, donc, que sont les oiseaux. Donc maintenant c'est un projet de documentaire qui s'appelle Des poussières d'étoiles, et qui va parler de la nécessité des liens interespèces, de l'importance d'à quel point ça peut procurer du bien, en fait, qu'on se mette tous en lien, pas que entre êtres humains. Donc il y a plusieurs personnages, il y en a pas mal, mais Tristan évidemment est un fil conducteur important puisqu'il est médiateur entre nous tous, il sera présent dans toutes les séquences en fait. Il y a la Corneille Baillot dont j'ai parlé, qui a 15 ans maintenant, et qui a une expérience assez incroyable en cinéma, théâtre et médiation. C'est quelqu'un qui a déjà une carrière très importante. Voilà. On a une cigogne qui habite sur le toit en liberté. Elle s'appelle Mildred, nous on l'appelle Mimile maintenant, et qui considère Tristan comme son mâle, et qui me tolère quand même, hein, ça se passe bien. Je me suis demandé au début, mais ça va, on est tous sa famille maintenant. Donc elle craquette quand elle nous voit, quand on arrive. Voilà, c'est un peu le chien qu'on n'a pas. Il y a, sinon, dans les volières, il y a des perruches, des chouettes effraies, des canaris. Voilà. Et il y a donc nos enfants. Il y a Danae qui a 12 ans, Siloé a 9 ans et Lila a 7 ans. Voilà, donc je vous ai bien présenté tout le monde, je crois que j'ai oublié personne. Donc le film va se tisser pour raconter cette histoire-là sur 3 fils principaux. Il y a le fil du quotidien, le fil des médiations en prison et le fil d'une création de spectacle. Tout ça doit raconter la même histoire. Donc pour vous donner un exemple dans notre quotidien, c'est que par exemple on mange souvent dehors, à la table du jardin, qui est tout près des volières. Et pendant qu'on mange en général, Mimi tourne autour pour essayer de nous piquer un truc. Et nous on discute du monde, du collège, de plein de choses, et souvent de la vie des oiseaux aussi. Et en ce moment, comme c'est les feux de l'amour chez les pigeons à la maison, forcément il y a des épisodes un peu tous les jours. Et par exemple, on a Mich Mich qui est un mâle qui était pendant des années en couple avec un autre mâle qui s'appelle Violet et qui récemment était très malheureux parce que Violet l'a quitté pour une petite femelle qui s'appelle Surp. Pendant plusieurs mois, ça a été vraiment, on l'a vu déprimé, il n'avait plus le même comportement. Mais heureusement, Roger est né, a vite grandi, et Roger est maintenant en couple avec Mich Mich, mais Roger est une femelle finalement. Mais voilà, maintenant tout le monde va bien, donc voilà, on espère que ça va être un peu stable pendant un moment. Comme ils sont une quinzaine, ça peut encore bouger. Voilà, donc ça c'est un des exemples de notre quotidien. Pour ce qui est de la prison, par exemple, il change d'oiseau à chaque fois qu'il y va. Et parfois il revient avec un oiseau, ça dépend, mais pour qu'il soit confronté à des oiseaux différents. Quand il est allé avec la chouette effraie, il y a une des femmes détenues qui a été très impressionnée par la taille de ses yeux. Et Tristan a expliqué qu'effectivement, c'est comme si nous, on avait des yeux de la taille de pamplemousse. Et cette image-là a fait rire cette femme, elle est partie dans un fou rire hyper communicatif, donc toutes les autres femmes, et elles étaient 5-6, se sont mises à rire aussi. Et elles ont exprimé à quel point elles avaient pas ri comme ça depuis très très longtemps. Elles en ont reparlé à la séance d'après, et Tristan a promis que la prochaine chouette s'appellerait Pamplemousse. Voilà.
Pour ce qui est du spectacle vivant, on a une autrice qui nous a demandé, avec qui on travaille un peu en préparation, qui écrit un texte qui s'appelle L'Enfant Piaf, et qui voudrait que la pièce soit jouée par Bayo et par Danae, ma fille qui a 12 ans. Donc il y aura peut-être des images dans la pièce, si c'est le cas, elle me demandera de les faire. Du coup, elle a pris le pack familial, mais pour moi, ça tombe très bien parce que, en plus, c'est un sujet c'est vraiment sur un contexte un peu de fin du monde, si on veut, quoi. C'est vraiment une histoire où il y a plus, on a l'impression en tout cas qu'il n'y a plus qu'une enfant, des oiseaux. Donc forcément, ça fait bien écho à mon projet. Voilà. Alors il y a la question de ma place, évidemment, dans tout ça. C'est que je ne vais pas nier ma présence, je ne vais pas me mettre en scène dans le film, mais je répondrai, parce qu'en général, on entendra ma voix, parce que les filles me parlent, même pas qu'elles, ça arrive souvent que les gens s'adressent quand même à moi dans les petits essais que j'ai pu faire, parce que j'essaye de nous entraîner tous quand même au dispositif et voir si ça marche. Donc je serai présente par ma voix et puis par ma façon de filmer qui fera aussi lien entre toutes les parties, puisque j'ai envie du coup de faire des images très organiques, sensuelles, proches des peaux, des yeux, qu'il y ait des confusions, qu'on mélange les espèces aussi, comme veut le raconter le film. Et voilà, il y a la musique aussi qui sera un élément important. Je dis musique, je veux dire aussi son concret, c'est que j'ai envie vraiment de naviguer entre les sons du réel et la musique, qu'on puisse passer de l'un à l'autre, profiter de ce sujet-là qui est parfait pour ça, entre les oiseaux, le monde du spectacle, que même des bruits de graines qui tombent dans les gamelles puissent devenir de la musique, que les chants d'oiseaux puissent devenir d'autres sons plus concrets. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, j'ai réalisé un petit court-métrage il y a 2 mois pour faire des essais juste avec Tristan et Bayo, pour faire un test entre documentaire et fiction, voir s'il y a des choses qui fonctionnent. Je n'ai pas encore le recul pour dire si ça fonctionne, mais au moins j'expérimente des choses. Voilà. Et le film a eu une petite aide là, une convention d'écriture de TV7 Bordeaux, ce qui fait du bien pour se dire que peut-être je vais pouvoir continuer, quoi. Voilà. Merci. Merci Cécile. Alors j'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour et merci. Juste une question, de savoir si ça va être un film, disons, en 3 parties distinctes, hein, ou est-ce que les choses vont s'imbriquer les unes les autres, hein. Oui, c'est une bonne question, effectivement. J'ai pas bien exprimé ça. C'est que je voudrais que ça s'entrecroise. Effectivement, j'ai envie que le quotidien ponctue la vie, la médiation comme il y va régulièrement aussi, la création du spectacle aussi va évoluer. Ce qui est bien, si ça peut être ce spectacle, ce qui est assez parfait, c'est que Danae, ma fille, donc, connaît bien la corneille, mais n'a jamais travaillé avec elle. Donc je vais pouvoir filmer tous ces temps où Tristan leur apprend à tous les deux à être en lien pour ce que la metteuse en scène va vouloir. Donc oui, ça va s'entrecroiser pour donner une seule histoire, normalement. D'autres questions ? Oui, vous avez parlé de la musique, c'est un peu ma marotte. Vous avez des idées de compositeurs ou compositrices pour travailler avec vous déjà ou... Pas encore, sauf si ça dépendra aussi du spectacle qui sera en création et que je vais filmer. J'espère que là, il y aura moyen de jouer aussi, peut-être alors avec ce compositeur-là ou les personnes qui font la musique. Non, mais je ne sais pas encore. C'est encore très... J'ai 2 compositrices à laquelle je pense qui sont intéressées par le projet. Florence Caillon et Laetitia Panzanel-Garrick. Voilà, je vous en parlerai. Oui, je veux bien, volontiers. Merci. D'autres questions ? Derrière. Moi, je trouve ça super, bravo. Je m'interroge juste sur le titre. Quel sens vous y mettez ? Oui, c'est vraiment dans l'idée des poussières d'étoiles, c'est parce que c'est Hubert Reeves qui a répandu cette phrase-là, mais ça vient de Carl Sagan encore avant, qui nous a dit que finalement on est tous des poussières d'étoiles parce qu'on est tous constitués de calcium qui vient des étoiles. Et qu'il y en a aussi bien, les pigeons en sont faits aussi, les lézards qu'on côtoie aussi. Enfin, c'est dans l'idée que nous sommes tous liés. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, dans l'espèce de scénario, c'est un documentaire, mais j'ai quand même écrit une structure, il y a des séquences. Tristan s'intéresse aussi pas mal à tout ce qui peut être géologie, à tout ce qui peut être l'espace. Donc il est intéressant aussi par rapport au rapport au temps et à l'espace. Et il a une lunette, et j'avais mis des séquences où aussi il échange avec les filles sur ces notions-là. Voilà.
Je vais te demander peut-être des précisions sur ta place effectivement dans le film. Est-ce que tu comptes intervenir à travers une voix off ou bien interagir avec les personnages que tu vas filmer ou bien peut-être même apparaître à l'image à certains moments? Pour l'instant, j'ai plutôt en tête de répondre si on me parle, voire de lancer une conversation peut-être s'il faut, mais je pense pas qu'on me verra. La voix off, pour l'instant, je pense pas non plus, mais ça peut évoluer. Hein. Pour l'instant, je pense pas. J'ai plutôt envie d'être quand même pas en retrait, mais d'être présente par mon regard, à ma façon de monter, donc d'agencer les choses, de structurer le film, et qu'on ne me voit pas. Et puis, quand je dis que je vais susciter des conversations, je pense que le plus souvent, je vais demander, par exemple, à Tristan de dire est-ce que sur ce repas-là qu'on tourne, est-ce que tu peux amener le sujet de la médiation d'hier? Il est un bon complice pour ça aussi. Une dernière question? Non? Merci beaucoup, Cécile. Merci. Nous allons maintenant écouter José Salazar qui va vous présenter son projet Mon cœur tremble. Alors, le titre est le même que celui que vous avez dans la brochure, mais le projet a un petit peu évolué. José va vous préciser ça. Merci. Bonjour, donc je m'appelle José Salazar, je suis un réalisateur d'origine vénézuélienne. J'habite en France depuis l'âge de 16 ans et je vais vous présenter mon projet de fiction qui s'appelle Mon cœur tremble. Je vous raconterai l'histoire et vous verrez que c'est le même vivier, mais j'aborde le sujet de façon un peu plus frontale. En 2017, la ville de Caracas est siégée par des émeutes. Il y a des barricades qui commencent à se constituer dans certains quartiers et des affrontements parfois mortels entre des jeunes manifestants et les forces de l'ordre. Les gens vivent apeurés et enfermés chez eux et ils suivent les événements en essayant de se faire une idée entre les informations qui sont données par les médias officiels et celles qui sont données par les médias internationaux ou ceux attribués à l'opposition. En plus de cela, et pour ajouter au chaos, il y a des pénuries énergétiques qui plongent la ville dans le noir souvent et parfois pendant toute une nuit. C'est donc dans ce contexte qu'évolue Enrique, un jeune de 16 ans qui va quitter son pays pour partir en Europe rejoindre sa mère et qui habite avec sa grand-mère Victoria dans une résidence surveillée dans les hauteurs de Caracas. Sa maison est entourée de barbelés électrifiés et la résidence est surveillée par un vigile, Miguel, dont Enrique est amoureux. Enrique, il est témoin des visites nocturnes que Miguel rend à Antonia, la voisine, qui est une femme d'une cinquantaine passée et qui a un très joli corps entretenu en salle de gym. Et le film démarre 48 heures avant le départ d'Enrique, le soir où il décide d'aller voir de plus près ce qui se passe chez Antonia. Mais au moment où il est au plus près de la fenêtre, il tombe de l'arbre lamentablement, il se casse la figure. À partir de là, alors que tout le monde dans la famille est en train de suivre les événements à la télé, à la radio, Enrique n'a qu'un objectif, éloigner Miguel d'Antonia pour le faire venir dans ses bras. Il n'a que 48 heures et il n'a plus rien à perdre. Donc il n'hésite plus à faire allusion à son homosexualité. D'une part pour choquer les adultes et d'autre part pour tendre des perches à Miguel, pour essayer de créer une complicité. Mais ça n'arrive pas du tout, en fait c'est tout le contraire. À chaque fois qu'il parle d'homosexualité, les adultes font comme s'il n'avait pas évoqué le mot, changent de sujet ou comme s'ils n'avaient rien entendu. Sa grand-mère Victoria, qui a les yeux écarquillés d'une chirurgie esthétique mal réussie, et elle est pourtant inexpressive face à tout ça, quoi. Et Miguel, à chaque fois qu'il entend Enrique parler d'homosexualité, il lui fait comprendre que même s'il le respecte, c'est pas du tout son univers, quoi, qu'il n'est pas comme lui, quoi. La veille du départ d'Enrique, alors qu'il est en train de dîner avec sa grand-mère, une panne électrique les plonge dans le noir. Et Enrique, qui a un petit calculateur, profite de la situation pour doubler la dose de somnifère de sa grand-mère, faire une gamelle avec un repas qui va amener à Miguel pour avoir un dernier petit geste avec le vigile, et malgré l'interdiction de sortie, il quitte sa maison. Il se retrouve tout seul, dehors, éclairé par la lumière de pleine lune, dans une rue jonchée de nids de poules, entourée de maisons délabrées. Et Antonia, qui guettait sa sortie,
le prévient et l'incite à rentrer chez lui, parce que c'est super dangereux, quoi. Lui, il enfile ses écouteurs, il met à fond une musique, un morceau de musique électronique strident et il part à la conquête de Miguel. Mais bien évidemment, ça va pas du tout se passer comme il l'avait prévu, quoi. Et cette visite, cette balade nocturne, ça va être une continuité de tentatives aussi maladroites qu'infructueuses d'arriver à ses objectifs, mais ils vont quand même réussir à créer des liens très forts, à vivre des moments inoubliables, d'une intensité inouïe, et surtout à créer un lien très profond et inattendu entre les deux. Au départ de la ville, alors qu'Enrique il est dans sa voiture, il est confronté à la réalité de la ville, à travers les vitres de sa voiture, qui est forcément fermée pour éviter tout problème avec l'insécurité. Et grâce à cette expérience, il sera confronté pour la première fois au sentiment de la mélancolie. Voilà, la plupart du film va se passer la nuit, avec la lumière de la lune pour son éclairage, et les actions d'Enrique et Miguel qui seront ponctuées par des phares des véhicules qui vont venir à chaque fois leur rappeler l'existence et du coup le danger du monde extérieur. Il y aura aussi la ville de Caracas qui va être comme un monstre, comme ça, moribond, où les artères vont scintiller un petit peu et il y aura des morceaux de ville qui seront dans le blackout total et d'autres légèrement éclairés. Je veux aussi me servir du code des telenovelas. Beaucoup doivent le savoir, certains. Le Venezuela, jusqu'à la fin des années 90, était un grand exportateur de telenovelas. Et justement, je voudrais faire jouer des actrices de cet univers pour jouer avec leur code, leur jeu, et créer une opposition avec le jeu beaucoup plus naturaliste et réservé des jeunes acteurs. Je veux parler de cette histoire parce que je veux montrer à quel point une histoire qui aujourd'hui peut paraître banale dans des villes comme Paris, ou peut-être en France, quoi, une histoire d'amour entre deux garçons, peut prendre des dimensions mélodramatiques ou tragiques en fonction du pays où on se trouve, quoi. Et pour le coup, ils vivent dans un système qui est complètement oppresseur et qui empêche les sociétés d'évoluer, de vivre entre elles. Tout le monde vit enfermé dans la peur de l'autre et dans une ambiance qui est complètement irrespirable, quoi. Et aussi, par ricochet, je vais parler de ce que c'est que de quitter son pays et à quel point ça peut être facile ou difficile en fonction du milieu social duquel on vient. Voilà. C'est un projet qui a évolué pendant le confinement et je suis à la fin de ma continuité dialoguée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, des questions? Oui. Merci beaucoup, c'était super. Et j'aimerais savoir quelle est la place du départ dans ton personnage, parce que est-ce que tout ce qu'il fait, c'est un peu pour se changer les idées? Comment il se prépare? Il émigre, il quitte le pays. Il rejoint sa mère, en fait. Et comment il le vit, du coup? Il va juste, est-ce qu'il le vit bien? Il a 16 ans, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir Miguel avant son départ. Et il sait qu'il part, de toute façon il part en Europe. Donc il n'a pas trop de problèmes, sa mère est en Europe, même s'ils ne sont pas riches, ils ont quand même les moyens voilà, il sait qu'il va dans un terrain où il sera un peu en sécurité. Surtout qu'il n'en peut plus de cacher son homosexualité, en fait. Et voilà. Alors que Miguel, lui, il a quitté sa famille, il reste au pays, quoi. Et d'ailleurs, il cède aux avances des voisines pour quelques poignées de dollars, quoi, en espérant peut-être partir. Voilà, c'est la place du départ. Celui qui peut, c'est lui qui... Et donc la mélancolie, il va la ressentir vraiment qu'à la fin, dans la scène que tu as décrite? Oui, ce moment où on sait qu'on a vécu un moment inoubliable, en fait. Quand on a 16 ans, je pense qu'on n'est pas conscient de ça jusqu'au moment où on le vit. D'accord, merci. Est-ce que vous allez rendre visible ou audible la situation extérieure, notamment les émeutes, la situation politique? Et si oui, comment allez-vous... Ouais, moi je veux créer un contraste entre vraiment l'image, la mise en scène que je veux faire et la présence. Ça va être Victoria, la grand-mère de Enrique, va être tout le temps en train de regarder les émeutes de la veille, quoi. Et elle va suivre ça comme si c'était une telenovela, quoi. Elle est en train de manger, elle le suit, on voit les images de près, les images sont assez sensationnelles. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est plein de couleurs, plein de... Voilà. Y a un homme à un moment qui sort d'une espèce de fumée de feu
Tout ça, j'aimerais qu'on voit cette réalité à travers vraiment le filtre de la télé. Et puis à la fin, quand il va quitter son pays, qu'il va voir à travers la vitre, donc encore une fois à travers un filtre, la réalité de la ville du Venezuela, c'est des collines qui sont pour beaucoup pleines de bidonvilles, qui débordent. Il y a des tunnels où et après il y a écrit voilà, gloire à Chavez, nanana, et puis on a des maisons complètement délabrées, des gens qui sont en train de fouiller dans les poubelles pour chercher à manger. Et ça on le voit vraiment en voiture. Donc je pense que c'est un moyen aussi de confronter cette réalité-là et qui sera un écart d'autant plus fort que... Voilà. Et est-ce que vous tenez à tout prix à tourner au Venezuela? Est-ce que vous êtes retourné depuis l'âge de 16 ans au Venezuela? Parce qu'entre le Venezuela à votre départ et aujourd'hui, est-ce que c'est possible de tourner au Venezuela? Enfin, d'après ce que j'entends dire, c'est compliqué. Il y a des boîtes, il y a des sociétés de production qui font beaucoup de coproduction et qui jouent sur la carte du prix. Parce que ça peut être moins cher de tourner là-bas que dans d'autres pays comme la Colombie ou le Mexique ou l'Argentine, mais c'est très difficile et ça dépend de... Je sais qu'il y a des tournages qui ont été arrêtés parce qu'ils ne trouvaient pas des personnes pour faire manger, parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il y avait des pénuries électriques et ils pouvaient passer 3-4 jours sans tourner, quoi. Donc c'est pour ça que je bien dis que la plupart des films se passent la nuit. Et j'ai parlé de la lumière de la lune, j'ai parlé de ces... Pour moi, je veux créer cette ambiance et ça va être un huis clos à ciel ouvert, mais ça va être de la nuit, quoi. Donc je pense qu'on peut très bien délocaliser une grosse partie de tournage. Et en revanche, comment? Mais vous tenez à ce qu'il est parti au Venezuela? Il faut absolument que j'y aille, ne serait-ce que pour les images du réel, quand il va partir. Peut-être pour les images des résidences. J'ai déjà fait des repérages l'année dernière, la dernière fois où j'étais au Venezuela. Il y a pas mal de résidences comme ça, en dehors de Caracas, qui sont aujourd'hui vraiment délabrées. Il y a des maisons qui sont abandonnées, des maisons où les gens avaient... Voilà, des délires de grandeur. Mais pourtant, je ne parle pas non plus d'une classe extrêmement riche, hein. Je parle d'une classe moyenne un peu aisée, mais voilà, le but de tout latino-américain, c'est de gravir un petit peu, de s'accrocher pour remonter un peu l'ascenseur social, c'est un peu la logique, c'est comme ça qu'on est élevé, quoi. Et donc voilà, je devrais aller pour ça. Et il y a autre chose, c'est que je voudrais qu'il soit tourné en vénézuélien, on sente vraiment, parce que c'est un peu l'histoire d'un pays qui se perd, un autre pays qui se forme, donc... qui est pour l'instant un peu inexistant. Mais... Merci José. Merci. Alors nous allons passer au troisième projet qui s'intitule Agathé, qui est proposé par Léo Blandino. Je m'appelle Léo Blandino, je suis réalisateur de fiction, de court-métrage de fiction en fait, et aujourd'hui je vous présente un film documentaire, un moyen-métrage documentaire, mais hybridé avec des éléments de fiction. Mon film commence à la Grèce antique, en moins 545 avant Jésus-Christ, dans la cité méditerranéenne à l'époque sur les côtes françaises, qui s'appelle Agathé. Et Agathé, c'était une cité qui a été construite par les Grecs phocéens en même temps en fait, que Massalia, qui est devenu après Marseille. Mon film commence vraiment dans une séquence de fiction historique où un soldat grec, hoplite, chargé de garder la cité, commet une faute très grave pour les Grecs à l'époque, c'est-à-dire qu'il refuse l'accueil de marins échoués qui venaient réclamer asile dans la cité. Et pour cela, il est puni par un phénomène tout à fait fantastique qui le propulse des années plus tard dans le futur, à notre époque, en 2021, où il se réveille d'ailleurs sur cette plage qu'il reconnaît, qui n'a pas bougé depuis la Grèce antique, sauf que Agathé, la cité, est en fait aujourd'hui devenue le Cap d'Agde. Ambiance. Mon personnage va progressivement découvrir et errer dans cet univers qu'il ne connaît pas du tout, et donc il ne comprend pas la langue, parce que le personnage parle grec ancien, hein, évidemment. Il va faire la rencontre de personnages de cette ville avec lesquels il va tenter de communiquer et qui vont finalement en fait lui raconter et se raconter et raconter leur époque, et lui va essayer de comprendre ce qui est devenu sa cité en fait, qui est complètement disparue.
Et donc ça va donner lieu en fait à des séquences purement documentaires, avec des vraies personnes, des vrais habitants, mais qui, voilà, les séquences qui vont être teintées quand même d'une certaine fantaisie, puisqu'on aura un personnage habillé en armure, avec quoi, un casque, avec eux. Et en fait, il va faire tout un chemin vers le centre-ville, le centre historique, qui s'appelle Agde en fait, Agathé Agde, et qui est une ville encore moyenâgeuse. Et là, il faut vraiment que je vous parle du contexte actuel qui m'intéresse, c'est que cette ville, en fait, est aujourd'hui complètement dévastée, socialement, économiquement, et culturellement aussi. C'est une ville qui a souffert, comme beaucoup d'autres centres-villes en France, de la paupérisation et du démantèlement en fait, des commerces du centre-ville, et progressivement, les habitants eux-mêmes d'origine sont partis de ce centre-ville qui ne marchait plus. Vous voyez, il y a à peu près tout qui est fermé, quoi, au profit d'une municipalité qui comptait sur la station balnéaire, quoi. Et le personnage grec, il n'est pas là, va en fait essayer de reconnecter avec cette ville, avec ce centre-ville, en fait, qui s'est un peu, avec cette ville qui a un peu renié ses racines, si vous voulez. Mais sauf que les dernières personnes à habiter dans ce centre-ville, finalement, quand tout le monde est parti, personne ne voyait des maisons, et les gens qui se sont installés, et ben, ce sont les gitans du sud catalan, qui viennent d'ailleurs d'Andalousie à la base, et qui sont sédentarisés maintenant, et qui, comme ils peuvent, tentent de créer en fait société dans une ville qui est vraiment ravagée et où le seuil de pauvreté est très important, où en fait les maisons sont insalubres et tout, mais qui tentent en fait aussi eux d'affirmer leur identité, en tant que citoyens, ce qui pour eux un phénomène très complexe parce qu'ils ont été nomades pendant longtemps, et aujourd'hui ils essaient d'être agatois. Et on leur nie en même temps leur identité, leur appartenance à la ville, parce qu'ils sont gitans. Pour autant, les habitants qui leur disent ça, en fait, sont partis, ont laissé complètement leur centre-ville historique, en un sens leur racine. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais rencontrer mon grec avec les gitans. Là, c'est Thierry Patraque, c'est un personnage réel qui est en fait un médiateur dans la ville. Et ils essaient de communiquer et en fait, à travers ce procédé-là, ils se racontent eux-mêmes. Il va aussi passer dans un club de boxe. La boxe est très importante notamment pour l'université. Il va s'entraîner avec eux. Beaucoup plus fort que les autres, hein, vous imaginez. Et un prêtre également, qui lui n'est pas gitan, mais qui est le prêtre de la cathédrale d'Agde, et qui a un peu un regard, et qui porte un peu le patrimoine, un peu le regard historique et la mémoire de cette ville. Voilà. Donc, à travers, en fait, ce que je tente de faire, c'est un documentaire avec un dispositif un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un documentaire qui est guidé par un personnage de fiction. En l'occurrence, un personnage chargé, quoi, d'histoire, et qui crée en fait cette espèce de décalage, cette espèce de fantaisie. Moi, mon postulat, c'est que je pense que c'est justement par l'interaction avec cette fantaisie, avec ce personnage complètement fictif, quoi, que les gens peuvent se raconter leur ville et tenter de comprendre ce qui s'est joué dans cet endroit et de quelle manière on s'est déconnecté en fait de ce patrimoine grec, mais en fait de ce patrimoine en général. C'est la question qui me travaille un peu dans ce que je cherche à raconter dans cette ville, qui, à mon sens aussi, en filigrane, raconte aussi l'histoire de la Méditerranée. Et pour moi, je l'actualise par le fait qu'on doit beaucoup, en France, en Italie, en Espagne, en fait, on doit énormément de notre culture au métissage, au mélange des populations. Et il y a une phrase d'Henri de Luca que j'aime beaucoup, qui dit la noblesse vient dans le mélange, non le pédigré. Et il dit que, justement, on doit en fait, au transit de ces populations en Méditerranée, notre culture, notre langue, les nombres, l'alimentation, la géométrie, même le monothéisme, en fait.
Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, la Méditerranée est devenue une barrière, une frontière, et une frontière entre les gens eux-mêmes. Voilà. Donc, bon, pour terminer, cette hybridation fiction réelle, fiction et documentaire, va se combiner aussi avec une hybridation des formes, c'est-à-dire que les scènes à la Grèce antique, j'imagine pour le moment les faire en machinima. Le machinima est du coup une technique qui en fait consiste à tourner des séquences qu'on enregistre dans un jeu vidéo. Et moi, je voudrais reconstituer en fait les scènes de la Grèce antique avec voilà, ce dispositif plastique. Et qui en fait, à mon sens, toute cette hybridation-là raconte aussi l'hybridation des peuples de la Méditerranée. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, très intéressant. Peut-être que vous l'avez dit, ça m'a échappé, il parle le grec ancien. Oui. Et là, comment ça va s'articuler justement avec ce personnage qui ne parle pas notre langue? Bien sûr, ouais. C'est le gros de mon travail, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les gens se racontent en ne parlant pas la même langue. Et ça les pose tout de suite dans une situation où ils sont obligés de communiquer autrement, et ils sont obligés par moments en fait, de parler un peu à vide, de se raconter plutôt eux-mêmes. Le personnage face à eux, on en sait peu de choses finalement. Il a une petite histoire, il a une conclusion, mais c'est plutôt un archétype. C'est un archétype révélateur, c'est un archétype du passé quoi, et révélateur. Donc moi je compte sur ça. Les images là que j'ai oublié de vous préciser, mais les images que vous avez vues, les photos que vous avez vues sont des extraits d'un film, d'un court-métrage que j'ai fait, qui explore déjà un peu, qui est un court-métrage assez court, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer là malheureusement, mais qui explore en fait ce dispositif-là. Le dialogue, l'incommunicabilité des langues, et en même temps, il y a des endroits où il peut y avoir communication. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, je voudrais savoir si avec les personnes, s'il y a de la mise en scène dans la partie plus documentaire, dans la rencontre, est-ce que le personnage grec va être simplement une espèce de, je sais pas comment dire, d'intervieweur ou qui va provoquer une rencontre totalement spontanée, ou si vous comptez travailler un peu la mise en scène et que certains personnages que vous semblez déjà connaître vont jouer des archétypes ou des voilà. En l'occurrence, l'archétype, il n'y en a qu'un seul, c'est ce personnage de grec, Xénos. Mais en effet, moi, je ne peux pas être dans un cinéma direct pur en fait. Je suis obligé de faire de la mise en scène. Je suis obligé à la base en fait de lancer le processus. Et ma manière de travailler, c'est d'accompagner, de présenter à la base les personnes réels, les personnages documentaires, et je dois les présenter aux personnages fictifs. Et en fait, progressivement, avec une bonne préparation, ça lance quelque chose, et ils acceptent très bien la chose. Après, le réel, en fait, ça part en fait d'une espèce de canevas de fiction, et le réel documentaire, en fait, se greffe tout autour. Et moi, c'est ce que ça produit, c'est l'excédent qui m'intéresse. Voilà. Je comprends pas très bien. Et je voudrais expliquer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que vous venez de dire sur l'introduction de votre personnage fictif auprès des personnages documentaires, oui. C'est vous qui êtes médiateur ou c'est le fruit du hasard, des déambulations du personnage? Non, non, vous êtes médiateur. Je prépare la scène avec eux avant de tourner. Donc en soi, je construis une scène de fiction avant. Par exemple, j'arrive avec les boxeurs, ils se connaissent avant, le comédien, ils savent que c'est un comédien, mais je leur demande de raconter, de lui donner, de lui faire un entraînement de boxe comme si c'était vraiment un grec ancien. Et mon acteur va pas leur répondre en français pour le coup, il leur répond en grec quoi. Et eux ils sont ok avec ça, ils acceptent le truc, mais pour le coup ça va être un vrai cours de boxe, ils vont lui raconter vraiment des choses, les discussions entre eux vont être réelles. Donc en soi, c'est là où je rappelle que c'est quand même un projet hybride, c'est que je peux moi-même pas tellement définir ce qui est de l'ordre de la fiction et de l'ordre du documentaire pur. Encore une fois, ça ne peut pas être du cinéma direct. Vous n'avez pas le choix en fait, parce qu'effectivement, il faut bien lancer le processus que vous avez posé, donc je trouve que ça me paraît assez logique. Moi,
pourriez pas lancer quelqu'un dans la vie en disant c'est un vrai grec qui vient de Mais temps non, parce que ancien. personne n'y croit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire croire à des personnes réelles, enfin, c'est de faire accepter à des personnes réelles un élément de fiction. On leur dit, quoi. Voilà. Bien, merci. Merci Léo. Alors nous allons maintenant écouter Virgile Godillon qui va présenter son projet Que vienne la nuit. Allô, je vais reprendre le micro du coup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Virgile, j'ai 28 ans. Je travaillais jusqu'à récemment comme chargé de production et de développement au sein d'une société de production qui s'appelle Nevoprop. J'ai également réalisé 2 courts-métrages autoproduits et donc là je vous présente aujourd'hui mon nouveau projet qui s'intitule Que vienne la nuit, qui est un thriller psychologique. Alors le film démarre avec Laura qui sort d'un hôpital dans lequel elle a été internée pour des troubles du comportement alimentaire. Le médecin la pèse une dernière fois, elle pèse 75 kg, ce qui est un surpoids par rapport à sa taille, mais le médecin se veut rassurant avec sa mère, qui est venue la chercher, il faut surtout du repos. Sa mère, Laetitia, est une dépressive chronique qui prend des médicaments et qui n'a donc pas la force de s'occuper de sa fille. Elle a donc décidé de l'envoyer chez sa grand-mère pour passer l'été en convalescence. Laura appréhende ce séjour car elle connaît très peu cette grand-mère. Suite à un schisme familial datant d'avant sa naissance, sa mère avait rompu tous les liens avec ses grands-parents. Et donc elle ne les a quasiment jamais vus. Et la dernière fois qu'elle a vu sa grand-mère, c'était lors de l'enterrement de André, son grand-père. Donc les retrouvailles sont maladroites, un peu touchantes aussi, et bienveillantes de la part de Simone, qui est quand même ravie de pouvoir enfin passer un peu de temps avec sa petite fille. Laura s'installe donc dans ce nouvel environnement, et explore un petit peu la maison qui est gorgée de souvenirs dont elle a été coupée toute sa vie. Elle remarque donc la présence récurrente d'un jeune homme sur les photos de famille, d'abord petit garçon puis qui évolue vers l'adolescence, souvent à côté de sa mère plus jeune, et elle interroge donc sa grand-mère au sujet de ce jeune homme. Elle lui révèle que ce jeune homme, allez-y, ce jeune homme s'appelle Jean et c'était le petit frère de Laetitia et donc l'oncle de Laura. Laura tombe des nues car elle n'était pas au courant de l'existence de cet oncle, sa mère ne lui en a jamais parlé. Et Simone lui apprend que en fait, il est tragiquement mort dans un accident de chasse à l'âge de 15 ans. Laura est bouleversée et voudrait en savoir plus sur cet oncle, mais elle sent que sa grand-mère est assez réticente sur le sujet, elle n'est pas très ouverte. Donc durant son séjour, en fait, elle va entamer une sorte d'enquête pour découvrir un peu qui était cet oncle, se rapprocher de lui. Et en fait, les indices qu'elle va progressivement accumuler vont peu à peu lui laisser penser que en fait, il n'est pas réellement mort dans un accident de chasse, mais qu'il s'est potentiellement suicidé. D'ailleurs, en tirant la piste, elle finit par recontacter un de ses anciens camarades du collège, qui accepte de la voir, et qui lui parle un petit peu de Jean. Et effectivement, ils étaient meilleurs amis d'enfance, mais il a finalement arrêté d'aller chez eux, il s'est éloigné, le jour où André, le père de Jean, a tenté d'abuser de lui. À demi-mot, Laura comprend que Jean était probablement victime d'inceste aussi, et en silence, et qu'il s'est sans doute suicidé à cause de cela. En parallèle de cette enquête, au fur et à mesure qu'elle avance dans son enquête, son état de santé, lui, décroît. C'est-à-dire qu'elle mange de moins en moins la journée, et la nuit, des crises de boulimie, enfin des accès de boulimie irrépressibles s'emparent d'elle, et elle est obligée de descendre dans la cuisine pour manger à peu près tout ce qu'elle trouve, non pas pour se nourrir, mais vraiment pour ingérer la nourriture, même une boîte de pâté pour chat un soir où il n'y avait plus que ça. Et honteuse de cette nourriture non désirée qu'elle a mis dans son corps, elle va ensuite la vomir. Cet état inquiète sa grand-mère qui menace de la renvoyer à un hôpital psychiatrique. Et donc, finalement, en découvrant ce secret un peu familial qui était bien gardé jusqu'à maintenant, Laura va prendre peu à peu conscience de son état réel. Car finalement, ce reflet dans lequel elle se voit, si gros et dont elle a honte, va progressivement se fissurer pour finalement révéler sa propre vérité. Car ce reflet finalement n'est pas celui d'une jeune fille de 75 kg en surpoids, mais plutôt celui d'une jeune fille de 35 ans au corps émacié, de 35 kg pardon, au corps émacié,
anguleux et proche d'une maigreur cadavérique. En réalité, Laura est anorexique, et ce depuis le début du film. Mais son regard, en fait, est biaisé par un trouble, et son regard est celui du spectateur qui épouse son point de vue tout du long du film. Ce regard est biaisé par un trouble mental qui s'appelle la dysmorphophobie, qui en fait un trouble qui décuple les complexes et qui crée une dissociation entre la réalité et la perception qu'on a de soi. Du coup, Laura, malgré sa maigreur, continue de se voir trop grosse. Et associé à des troubles alimentaires comme l'anorexie et la boulimie, ça peut vraiment créer un cocktail très dangereux et mettre la vie en péril. Bien sûr, ce trouble n'est pas traité de façon réaliste. Je ne peux pas m'imaginer comment se voient ces personnes. On est plus dans le domaine de la symbolique et de l'exagération, afin de provoquer un électrochoc. Cet électrochoc sera d'ailleurs soutenu par d'autres séquences de nuit nocturnes, dont la mise en scène empruntera au code du film de genre. Et cet électrochoc pour mettre en lumière la relation entre les traumas du passé et les souffrances du présent. Car si les chiffres sont édifiants, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, une personne sur 10 en France aurait été victime d'inceste. Ces chiffres ne font pas mention de toutes les victimes indirectes qui gravitent autour des personnes incestées, comme on peut le voir avec Laura qui, aujourd'hui, à 17 ans, est victime d'anorexie, alors qu'elle ignore tout de ce passé. C'est donc aussi un appel à la prise de parole pour rompre l'héritage du silence qui va souvent de pair avec l'inceste, car c'est un frein, ce silence, à la connaissance de son histoire et donc à la compréhension de son mal-être présent. Et c'est donc aussi également un frein à la guérison, cette guérison qui est nécessaire. Voilà, merci beaucoup. Merci Virgile. Des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Est-ce que pour du coup réaliser cette idée, vous avez été en contact avec des personnes qui souffrent de ces troubles et de ces maladies Oui. J'ai lu quelques livres, vu quelques films, et je suis en contact avec une personne tout à fait concernée, oui, qui m'a beaucoup aidé sur l'écriture du film. D'accord, ok, merci. Une autre question? J'ai sûrement été très clair. Non, moi j'en ai une. Moi, tu as présenté ton film comme un thriller psychologique, oui. Et tu as dit que tu comptais jouer avec les codes du genre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu vas jouer avec ces codes? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui relève de la boulimie, des crises de boulimie, et aussi cet effet grosseur-maigreur, pour moi, on n'est pas dans du réel. Et c'est là où, en fait, par rapport à la journée qui sera plutôt filmée de façon réaliste, et tout ça, là je pense justement basculer dans une atmosphère beaucoup plus étrange, inquiétante, et qui permettra également de prendre une certaine distance parce que les images vont quand même être assez dures. L'anorexie boulimie, ça peut vraiment être assez moche. Et donc rentrer prendre la distance qui va de pair un peu avec le film de genre permettra peut-être d'assumer mieux ces images fortes, mais qui sont, je pense, nécessaires pour donner un corps aux conséquences de l'inceste qui, certes, la parole s'est libérée, on en parle de plus en plus et c'est très bien, mais est-ce qu'on en tire vraiment les conséquences? Moi, personnellement, avant d'en parler vraiment avec d'autres personnes, j'avais du mal à visualiser ce que pouvaient être les conséquences de l'inceste. Donc voilà, le film de genre permettra de faire ça. J'exagère un petit peu. Et merci d'abord. Si j'ai bien compris, on va voir deux versions de l'actrice, celle en surpoids et celle anorexique. Oui. Comment vous envisagez de faire ça? Techniquement, c'est la même actrice, c'est des SFX, c'est deux personnes différentes? C'est un chantier encore ouvert, qui dépend en fait des versions, parce qu'en fonction des versions que j'écris, les interactions avec son reflet changent. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je pense prendre une actrice en surpoids et peut-être faire des SFX pour les séquences où elle se voit maigre, ou prendre des doublures, je ne sais pas encore. Il faut que je discute avec un chef opérateur, maquilleuse, des chefs des effets spéciaux. Ça reste encore en discussion.
Et petite dernière question, à quelle étape du travail tu en es aujourd'hui? Là, je suis à la fin d'un synopsis développé, d'une dizaine de pages. Et tu es à la recherche d'un producteur? Ah oui, je suis du coup à la recherche d'un producteur pour m'accompagner dans la suite de l'écriture et pourquoi pas trouver un ou une co-auteur aussi. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous. Nous allons maintenant entendre le dernier projet, qui est celui de Pascal Lanoyer, et qui s'intitule Lana. Bonjour, donc je suis Pascal Lanoyer, je suis réalisatrice et monteuse, et je vais vous parler de mon projet de fiction qui s'appelle Lana. Et Lana, c'est aussi le prénom de mon héroïne. Elle vient d'avoir 30 ans et elle vit en région parisienne avec sa fille de 5 ans, Camille, avec qui elle a une relation très aimante, presque fusionnelle. Et elle travaille tous les midis comme serveuse dans un restaurant. Mais en réalité, son rêve, c'est d'être actrice. Elle a d'ailleurs commencé comme ça, elle a fait une école de théâtre plutôt prestigieuse, elle a commencé sa carrière sur les planches, et puis elle a dû s'en éloigner quand elle s'est retrouvée toute seule avec sa fille. Et donc aujourd'hui, elle continue à faire des castings à droite à gauche, mais elle n'en vit pas. Et donc, brusquement, ce passé révolu va ressurgir par une rencontre inopinée. Un soir qu'elle est bloquée chez elle, comme tous les soirs, puisque Camille dort et elle est seule avec elle, elle se trouve à court de cigarettes. Donc elle hésite et puis elle se dit, bon, allez, elle sort pour aller au tabac de nuit. Et là, elle tombe sur Clarisse, qui est une amie qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années, et avec qui elle avait monté une pièce de Duras, La douleur, où elle jouait le rôle principal, et d'ailleurs unique. Et là, Clarisse, elle se tombe dans les bras, et puis Clarisse lui apprend qu'elle reprend la pièce avec une autre actrice. Parce que, mais mince, c'est dingue, je savais pas que t'étais rentrée en France, c'est fou, moi je croyais que t'étais encore au Brésil, il y a même des gens qui disent que t'as eu un enfant. Ah ouais, mais alors c'est marrant parce que j'étais pas au Brésil, j'étais en Colombie. Vous remarquerez qu'elle se garde bien de confirmer l'information à Clarisse qu'elle a bien un enfant. Donc, suite à ça, Clarisse l'invite à la première de la pièce. Lana rentre chez elle bouleversée par cette nouvelle. Et en même temps, en rentrant chez elle, elle découvre quelque chose de très intéressant, c'est que Camille dort toujours. Donc, qu'elle a pu s'absenter sans qu'elle ne s'en aperçoive. Donc à partir de là, elle va mettre au point un stratagème pour pouvoir s'absenter l'esprit un peu plus tranquille. Avec l'aide d'une vieille webcam et de son téléphone portable, elle va mettre son appartement sous vidéosurveillance. Donc elle pourra garder un œil sur la porte de la chambre de Camille, tout en étant ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'elle va réussir à se rendre à cette fameuse première, à laquelle elle va un peu à reculons, mais une fois qu'elle est devant la pièce, elle est submergée par l'émotion, et elle s'enfuit presque en pleurant quand elle est alpaguée par un spectateur qui s'appelle Antoine, qui est un ami de Clarisse, qui est réalisateur et qui se souvient l'avoir vue dans cette même pièce. Et au moment où il commence à lui parler d'un casting qu'il est en train de faire, elle voit sur l'écran de son téléphone que la porte de la chambre de Camille est ouverte. Où est Camille ? Donc en fait, elle le plante lamentablement et elle s'enfuit en courant. Bien sûr, dans le métro, son téléphone s'éteint, plus de batterie, et quand elle arrive chez elle, Camille est en fait paisiblement rendormie dans son lit. Donc à partir de là, rassurée par cette fausse alerte, elle va prendre plus de liberté et donc plus de risques dans ses absences nocturnes, et aussi dans cette course effrénée qu'elle mène entre ses différentes vies, celle de mère, celle de serveuse, et le fameux casting qui s'avère être pour le magnifique rôle d'une prostituée vampire dans une série Netflix, qui est peut-être pour elle la dernière occasion de mettre le pied dans la porte du métier. Donc voilà, ce film, on pourrait dire que c'est, on pourrait l'appeler une chronique-comédie, c'est-à-dire que c'est une chronique qui est fortement ancrée dans le quotidien, avec ses aléas, ses difficultés, mais en gardant un ton léger et avec même, pourquoi pas, des scènes franchement comiques. Cet ancrage dans le quotidien est très important parce que pour moi, c'est là que tout se joue. Parce que dans cette course effrénée, ce qui lui manque, c'est le temps, et ce temps, il est gangréné par ce quotidien. Et donc, elle va devoir, ce temps qui lui manque, elle va devoir le voler, le prendre par effraction pendant le sommeil de sa fille.
Et donc, il y aura des scènes, évidemment, avec Camille, qui seront des scènes plutôt tendres, justement très ancrées dans ce quotidien, avec des moments passionnants comme le coucher, les courses, le brossage de dents, mais en même temps qui sont des moments qui font le gros d'une relation d'une mère avec son enfant, et puis qui montreront la complicité et le lien qui les unit. Il y aura des scènes aussi au restaurant qui seront des scènes très vivantes avec le speed du service, puis les cigarettes fumées avec sa collègue Céline, avec qui elle échange pas mal sur sa difficulté justement à jongler entre ces différentes vies. Et enfin, il y aura aussi des scènes de casting, des scènes qui ont trait vraiment à son métier d'actrice, où pour le coup on pourra percevoir son vrai goût pour le jeu, et en même temps les injonctions qui pèsent sur elle, et un fort contraste entre son image de femme, on peut dire idéalisée pour l'écran, et juste derrière, elle sera en train de pédaler sur son vélo sous la pluie pour arriver à l'heure à l'école. Et avec ce film, en fait, ce que je veux faire, c'est un portrait de femme, de mère, mais en essayant de renouveler un peu le genre. C'est-à-dire qu'au cinéma, on voit beaucoup de mères, mais soit c'est des mères, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est des mères soit héroïques, qui se sacrifient pour leur enfant, ou alors des mères qui vont plutôt tomber dans la déchéance et l'entraîner avec elles. Et là, non, c'est une femme qui aime son enfant, mais en même temps qui a son rêve, et qui doit aussi gagner sa vie, et tout ça doit marcher ensemble. Et même aujourd'hui, en 2021, c'est pas gagné. Sa route reste semée d'embûches. Voilà, merci de votre attention. Alors, des questions? Merci pour votre présentation. C'est un très beau portrait de femme. Est-ce que vous avez déjà songé à un casting particulier? Vous pensez à une actrice spécifiquement? Alors pour moi, là, comme j'en suis au stade de l'écriture, c'est peut-être un peu tôt, mais par exemple, j'avais pensé à une actrice comme Zita Enro. Je sais pas, parce que je trouve qu'elle est, déjà c'est une très bonne actrice. Et puis, je pense qu'elle peut jouer des rôles. À la fois, elle peut être femme fatale et en même temps, elle a une grande capacité comique, par exemple. C'est un exemple. D'autres questions? Bon, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai pas pu sentir c'est-à-dire la présence de l'enfant, surtout à la fin de votre exposé, on voit à quel point c'est important, mais on n'a rien vu de cet enfant. Et puis le papa, il est complètement absent. L'homme dans le film, il n'existe pas. Non, il est complètement absent. Après, il y a une scène justement où elle va chez l'assistante sociale parce que elle a besoin elle veut se renseigner s'il y a une aide pour les mères isolées pour faire garder leur enfant. En fait, il n'y en a pas, elle va l'apprendre. Mais donc, l'assistante sociale lui pose la question sur ce père et à ce moment-là, elle répond. Donc, on a l'information, mais effectivement, il n'y a pas d'attente par rapport à ce père au cours du film. Parce que tellement son enfant la préoccupe, mais elle ne pense pas qu'il a aussi besoin de son papa. En fait, ça ne dépend pas d'elle. Le père, elle a effectivement vécu en Colombie, elle a rencontré le père, elle a eu son enfant en France, mais le père ne s'est pas acclimaté au climat chaleureux parisien, et donc il est reparti en Colombie. Donc, étant tous les deux assez précaires, ils n'ont pas vraiment la possibilité de poursuivre une relation réelle, quoi. Moi, je me demande si vous voulez montrer qu'on peut, si elle arrive à réaliser son rêve tout en le mélangeant avec sa vie de famille. Est-ce qu'elle y arrive ou est-ce qu'elle doit faire un choix? Elle y arrive. Ouais, je préfère garder espoir pour les mères célibataires qu'elles ne sont pas condamnées. Bonjour, merci. Je me posais la question du format du moyen-métrage, parce que de la façon dont tu le racontes, on a l'impression de quelque chose de très chronique et donc qui se développe beaucoup dans le temps. Et du coup, voilà, pourquoi le choix du moyen-métrage? En fait, ça reste ouvert encore.
c'est aussi une possibilité, effectivement. Là, j'en suis à peu près proche d'1 heure et ça peut tirer dans un sens comme dans l'autre, quoi. C'est pas du tout exclu. Quel est le rythme que tu envisages pour ce film? Parce que tu parles d'une comédie, en même temps une comédie ancrée dans l'ordinaire. Est-ce qu'il y a un rythme pétaradant ou parfois des moments de... En fait, oui, alors il va y avoir un contraste. En fait, moi j'ai beaucoup joué sur les contrastes entre les moments où justement au resto très speed, sur son vélo pour aller d'un endroit à un autre. Et puis quand elle couche sa fille, par exemple, ça se calme, quoi. Un enfant, quand même, il a son propre rythme, et voilà. Et aussi, les castings, ça va être des moments un peu suspendus de fiction dans la fiction. Puis c'est aussi ça, son goût, pour le jeu, c'est aussi un moment de temps suspendu, quoi. Donc il y aura des contrastes. Ce ne sera pas un rythme unique. Une dernière question, peut-être? Merci beaucoup, Pascal. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On peut continuer à parler des projets autour du buffet déjeunatoire.